Coucou tout le monde, bienvenue dans les Jardins d'Éden. Alors aujourd'hui pour ce premier épisode, on accueille Sarah Topneau. Sarah, c'est une copine comédienne que j'ai eu la chance de rencontrer pendant les cours Florent, et une des nombreuses qualités que j'admire chez elle, c'est sa détermination et son assurance. Quoi qu'il arrive, elle avance droit devant et c'est assez impressionnant je trouve. Bref, je suis tellement heureuse de vous la présenter que je vous laisse tout de suite avec la suite de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bah écoute, là ça enregistre. Ok. Bonjour Sarah. Bonjour Eden. Attends, à chaque fois j'ai tellement peur que ça n'enregistre pas. C'est bon, normalement ça fonctionne. Bon. On commence du coup, je te pose des petites questions et Allez. tout. Oh my god, je suis tellement contente. Merci d'avoir accepté déjà. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Genre, qui es-tu? D'où tu viens? Ton signe astro, ta couleur préférée? On veut tout savoir de toi en fait. Ok. Alors, du coup, moi je m'appelle Sarah et je viens du sud. À la base, je viens d'Avignon. Festival d'Avignon, you know, I know. Je suis vierge ascendant cancer. C'est pas vrai? Si je sais pas si les deux signes vont ensemble, mais c'est le cas. Et c'est comme ça. C'est top. J'ai 22 ans et je fais du théâtre depuis que j'ai 6 ans. Et du coup, après le bac, je suis directement partie sur Paris. Donc j'ai quitté mon sud et mes cigales pour partir sur Paris. Ça te manque? Le sud? Ouais. En vrai, pour visiter, c'est bien. Pour voir ma famille, c'est bien. Pour bosser au Festival d'Avignon chaque été, c'est génial. Mais pour y vivre, c'est un peu plus compliqué, quoi. Surtout artistiquement parlant. C'est pas non plus désert. On peut trouver du travail dans le sud, mais c'est beaucoup plus compliqué que Paris. Ouais, en fait, c'est actif que l'été, vraiment? Avignon, en tout cas, c'est très très actif du coup en juillet. Ouais. Vu que c'est le plus grand festival du monde. Je sais pas si c'est le deuxième plus grand ou le premier plus grand. Bon bref, c'est un des plus grands festivals mondiaux, quoi. Et donc forcément, l'été, ça bouge de ouf. Mais c'est vrai que je compare beaucoup ça à Avignon au voyage de Chihiro. C'est vrai? Ouais, pour ceux qui ont la ref, t'as la ref? J'ai la ref. Ok, mais le voyage de Chihiro, tu vois, il y a le village la nuit là qui est mort la journée. Et, la nuit, il y a un autre monde, il y a de la vie et tout. Avignon, c'est un peu ça en juillet. En gros, il y a de la vie tout le temps. Tout le temps, enfin, les bars sont réveillés, les commerces sont réveillés, les théâtres vivent, toutes les rues vivent. Et à partir du 1er août, ça ressemble à la ville dans le voyage de Chihiro, mais le jour, quoi. Ça repart dans un truc assez fantôme, quoi. Ça fait très ville fantôme, Avignon, sans le festival. Je l'avais jamais vu, enfin j'y suis jamais allée, donc j'avais vraiment pas vu ça comme ça. Ah ouais? Ouais, non. J'aimerais beaucoup le faire. C'est génial. Moi j'adore. C'est vraiment une colonie de vacances. Enfin, on dirait un grand village vacances parce qu'en fait, il y a tout le monde qui se connaît à force, quoi. Il y a les commerçants, les comédiens, comédiennes, les restaurateurs. Enfin, en fait, au bout d'un moment, tout le monde se connaît dans la rue, quoi. C'est trop mignon. Très, très drôle. On adore. C'est guinguette, j'aime bien. Du coup, t'as commencé le théâtre à 6 ans. Ouais. Comment c'est arrivé dans ta vie de faire ça? Mes parents faisaient du théâtre de rue. Mais non. Si. Je ne le savais pas. Non, c'est vrai que je crois que je te l'ai pas dit. Tu me l'avais jamais dit, meuf. Ouais, oui, du coup, mes parents faisaient du théâtre de rue. Et en fait, il y avait un événement qui s'appelait les visites en scène. Et en gros, c'était un peu un concours entre villages où on devait créer une pièce sur l'histoire un peu de notre village. Et du coup, chaque village avait une compagnie distincte qui créait une pièce, en gros. Et mes parents faisaient partie de cette compagnie de mon village. Moi, j'avais 6 ans et en fait, je les regardais répéter et j'étais en mode mais prenez-moi, j'ai trop envie de jouer avec vous. Enfin, je sais pas ce que c'est parce que je connais pas, quoi, mais j'ai grave envie de faire partie d'autres projets. Et mes parents m'ont dit non, parce que tu as 6 ans et que tu sais pas trop ce que tu fais. Enfin, c'est pas un jeu, en fait. Enfin, oui, c'est un jeu, mais il y a des enjeux. C'est professionnel aussi, quoi. Sauf que, en fait, je savais tous leurs textes, à force de les voir répéter. Et du coup, quand ils avaient un trou de mémoire, c'était moi qui leur soufflais leurs répliques. Mais meuf, c'est tellement adorable comme histoire.
Mais c'est fou que tu m'en as jamais parlé. C'est vrai, bah, je sais pas, j'avoue que c'est pas un truc dès le premier abord où je suis en mode je vais vous raconter comment j'ai. Je sais pas. Je t'en ai vraiment trop jamais doux parlé. comme histoire. Morky. Oh la vache, donc c'est là que t'as su que c'était ça que tu voulais faire. Ouais, ben en gros, après, le metteur en scène, du coup, a dit allez, on lui donne un petit rôle. Ok. Et du coup, je les ai rejoints dans la troupe. Et j'avais des petites scènes et tout. J'ai retrouvé des extraits il y a pas longtemps, d'ailleurs. Ça me fait trop rire, quoi. Oh, c'est J'avais trop les bien. mêmes cheveux, la même chevelure, mais je faisais vraiment 1 mètre moins 20. Est-ce que ça a changé ma taille? Pas tant que vraiment. ça. Se questionner. Et du coup, ben, à partir de là, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre dans mon village et puis après au Conservatoire d'Avignon. Et puis après, ben, du coup, après le bac, je suis direct montée sur Paris. Ok. Et j'ai fait 3 ans de Florent. Voilà. En même temps, J'allais te demander. j'ai fait la Sorbonne Nouvelle, du coup Paris 3, en études théâtrales, une licence. Bonne expérience. Les deux, très bonne expérience. Ça, on adore. Ouais, parce que je sais que Florent, tout le monde est mitigé. On va dire, j'ai fait 3 ans à Florent, les gens vont avoir tendance à faire des grimaces en mode ah, et alors ça C'est va vrai qu'on est vite fiché. Très vite. Parce qu'en fait, il y a tellement de casseroles au cul de cette école que finalement, on peut comprendre je pourquoi connaissais pas du tout cette expression. Avoir des casseroles au cul? Non. Ah bah voilà. Pas mal. Casserole au Avec cul. plaisir. Je sais pas quand est-ce que t'es arrivée à Florent. Moi, je suis arrivée en 2020 là-bas. Ouais. Et c'était pendant le mouvement Balance ton prof, avec Ok, le collectif des Calypso, Mhm. qui dénonçait justement des comportements au sein de l'école par des professeurs et par des élèves, etc. Ouais. Et donc, ça peut vite se comprendre. Enfin, je peux pas les citer. Je peux pas citer les profs en question. Allez. Ils ont depuis, je crois, été virés. Et là, récemment, j'ai discuté avec une meuf qui était justement en cours Florent là cette année. Ouais. Et il y a des coordinateurs d'intimité maintenant. Tellement. Ah, ça a évolué ça a et tout, tellement quoi. évolué. Mais c'est comme YouCare. Je sais pas si tu te souviens, YouCare, il y avait un programme, enfin il y avait une écoute YouCare en fait où tu pouvais composer un numéro et c'était plus en mode si t'avais besoin de parler, c'était un service gratuit. Dans l'école? Ouais. T'as jamais entendu parler de de YouCare? tout. Ok, bah c'était dans l'école, ouais, c'était. Je crois que tu composes un numéro en gros et tu peux avoir une séance avec un psy gratuitement où tu lui parles bah, soit oui de violences que tu subis au sein de l'école ou rien à voir avec l'école Ok. ou à voir avec le théâtre. Enfin, il y avait vraiment un service comme ça à un moment donné. C'était arrivé en 2e année, je crois. Ok, mais je savais pas du tout que ça existait. Ouais, ben, mais c'est vrai qu'en première année, moi aussi, j'avais entendu bah, c'est balance ton prof et tout Oui. et tout. Donc forcément, déjà, bah oui, ça impacte, quoi. Après, bah, bien évidemment, on l'invisibilise pas, donc tant pis si ça impacte, en fait. Hein. Vraiment. Faut dire les choses. Mais du coup, c'est vrai que Florence, c'est vachement une auberge à profs. Ouais. Où il y a 500 000 profs avec 500 000 techniques d'enseignement différents, en gros. Et tu vois, nous deux, on n'était pas dans la même classe. Je pense qu'on a eu un parcours totalement différent. Oui. Et des façons d'enseigner totalement différentes. Parce qu'on n'a pas eu les mêmes profs. Et moi, c'est vrai que dans ces 3 ans, je suis tombée à chaque fois sur des profs qui m'ont vraiment convenu et avec qui j'ai vraiment kiffé apprendre, quoi. Ouais, bah pareil. Voilà. Ok, Ouais, bah trop pareil. bien. Trop bien. Vraiment, mon expérience à Florence, c'était vraiment hyper cool, quoi. J'ai eu que des professeurs genre que des femmes. Que des femmes, ok. Donc déjà, moi, ça m'allait de dingue, parce que quand je suis arrivée, c'était les professeurs mecs qui posaient problème, donc moi, déjà, ça m'enlevait le poids d'eux. Ouais, Du coup, j'ai eu un cursus trop sympa avec des profs trop chouettes, quoi. ok. Donc c'est pour ça que, je sais pas, on n'a pas... Ça varie, en fait, en fonction Ouais, de qui t'as eu. bah, c'est marrant parce que moi, pour le coup, j'ai eu un parcours essentiellement féminin aussi. Et même les gens me demandaient si je faisais exprès. Et bah, pareil que toi, peut-être que tu sais, c'était un peu inconscient de... tu sais, quand on pouvait choisir les profs à partir de la seconde année, je choisissais des femmes. Pour les autres modules, c'était pareil. Et à un moment donné, ça a changé. Je suis tombée sur un homme. Et ça a été une expérience de malade. Et en vrai, je trouve qu'il y a quand même une différence entre l'enseignement d'une femme et d'un homme. Et en vrai, c'est un peu logique parce que ben, on n'a pas le même rapport de toute façon au monde. Pas le même bagage du tout. Pas le même bagage. Et c'est intéressant, je trouve, de voir les deux. Ouais. Et à l'heure qu'il est, je saurais pas dire qui je préfère parce que j'ai tellement appris avec des femmes et tellement autre chose avec des hommes que
que je sais pas, en fait, je pense que ça dépend vraiment sur qui tu tombes, quoi. En fait, tant que l'approche est bienveillante, on s'en fout pas mal du genre du prof. Oui, mais du coup, ouais, moi, je pense vraiment que si on n'est pas satisfait du cours qu'on a, du prof qu'on a, faut pas hésiter à s'en aller, quoi. Tout à Faut pas fait. hésiter à claquer la porte et à se dire, moi, je veux un autre prof. Surtout, vu le prix qu'on payait à Florent, tu vois. Vraiment. S'il y a un prof qui te va pas, tu vas pas subir et attendre le prochain module, quoi. Tu vois, Ouais, non. je suis assez d'accord. En ce moment, t'as une école, du coup? En ce moment, oui, je suis au conservatoire. Je suis dans un conservatoire d'arrondissement. Je suis au conservatoire du 6e avec Sylvie Pasco, Ok. du coup. Je suis rentrée cette année en cycle 2 et j'aime beaucoup C'est ce vrai. conservatoire. Ouais. T'as la fac aussi à côté? Alors, non, j'ai arrêté la fac l'année dernière. Ok. Je me suis arrêtée à la licence, j'ai eu ma licence. J'ai pas continué en master. Mais du coup, à côté, là, je travaille. Je fais un service civique au Théâtre Public de Montreuil. Super, on adore. Donc voilà, pour toujours plus de théâtre. Et c'est très très cool parce que je vois vraiment comment fonctionne en fait un théâtre. Et je pense qu'on est, même si on est dans le monde artistique, dans le monde de la scène et tout, on n'est tellement pas conscient de ce qui se passe autour et de toute l'entreprise pour qu'un spectacle ait mais t'as lieu. pas idée. Ah ouais, non, Mais ça m'a fait un choc quand j'ai bossé au théâtre. Je peux pas dire c'était quel théâtre, mais j'ai bossé dans un théâtre et ça s'est assez mal fini. Mais Ouais. le travail de zinzin pour la création d'un spectacle, tous les techos, Oui. toute la communication et tout, en fait, je me suis rendu compte de la dinguerie que c'était. Oui, parce qu'en plus, moi, du coup, je suis vraiment pas du côté des compagnies. Donc, j'imagine même pas, enfin, tu sais, du côté de la création, des compagnies, de l'administration et tout ce qu'ils ont à faire. Moi, je vois vraiment du côté... je travaille beaucoup avec la billetterie. Donc, je vois du côté de la billetterie, du côté de la production, de la coordination. Enfin, c'est tellement une organisation. Et un truc qui se fait, mais sur plusieurs mois, quoi. Tu vois, enfin, un théâtre, chaque année, il va avoir une programmation différente qui va être faite à l'année, généralement. Je sais pas si c'est pareil, mais vu que moi, c'est un centre dramatique national, dans les centres dramatiques nationaux, c'est une quinzaine de spectacles par an, généralement. Mais là, en gros, le responsable de coordination du théâtre, qui organise un peu la programmation, en gros, là, est déjà en train de voir quoi programmer pour la saison prochaine, quoi. Ouais. En fait, ça s'arrête jamais. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a un théâtre qui passe, on bosse sur un théâtre qui passe. Une pièce qui passe, je veux dire. Il y a une pièce qui passe, on bosse sur cette pièce et c'est à la chaîne, quoi. Ouais. Ça, en fait, ça s'arrête jamais et c'est ça qui est assez génial, quoi. Et ça te plaît comme travail? Ça me plaît beaucoup. Je fais un service civique avec les chargés des relations avec les publics. Et en gros, parce que bon, comme ça, c'est dit comme ça, mais en gros, c'est permettre au public éloigné d'avoir accès à la culture. Et en fait, c'est vachement aller vers les gens, en fait. Aller vers les gens et les amener au théâtre et leur faire découvrir la culture du spectacle vivant. C'est comment tu intéresses des gens qui n'ont pas forcément le temps ou les moyens financiers ou la connaissance du spectacle vivant à venir au théâtre. Ok. Et à découvrir le monde c'est du théâtre, quoi, du spectacle. C'est vraiment parfois se déplacer quoi. En fait, le TPM font beaucoup de spectacles qui se passent hors les murs du théâtre. Et du coup, c'est des spectacles qui sont rattachés à notre théâtre, mais qui vont venir jouer, par exemple, dans les hôpitaux, dans les librairies, dans les lycées. En gros, c'est ramener aussi le théâtre hors du théâtre. Je trouve ça vraiment trop chouette. On avait sauté une question parce que du coup, directement, je t'ai demandé si t'avais d'autres activités à côté, etc. Du coup, vu que t'as grandi avec tes parents qui faisaient du théâtre et tout, est-ce que t'as rencontré des difficultés vis-à-vis du choix que t'as fait de vouloir devenir comédienne? Est-ce que ça a été accepté? Des difficultés, tu veux dire, dans ma famille Oui, est-ce qu'on s'est opposé à ce choix? Est-ce qu'on s'est inquiété? Enfin, l'inquiétude, elle est un peu dans toutes les familles de personnes qui... Enfin, moi, ma famille m'a toujours encouragée, mais elle est morte de trouille que ça foire pour moi et que, tu vois, je passe à côté. Forcément, c'est une grosse prise de risque. Oui, quoi. c'est une grosse prise de risque. Mais ils se sont pas opposés à ce choix-là et ils m'ont dit, mais en fait, si c'est ce que tu veux faire, fonce, juste assure tes arrières et bosse à côté, etc. pour pas te retrouver
dans la merde complètement, tu vois. Mais c'est génial, quoi. Ouais. Qui C'est une chance de ouf. Qui t'est encouragé, quoi. Qui t'ait C'est une dit, chance de ouf. on est là, quoi. Ouais. Parce que c'est pas le cas. Enfin, j'ai rencontré des gens pour qui c'était... ils étaient vraiment tout seuls dans cette décision-là. Et c'est super dur. Ouais. Parce que c'est pas une ligne plane. Enfin, Ah ben non, clairement, ouais. il y a des hauts et il y a des gros downs où personne te calcule et où t'as l'impression d'être... oui, une un jour grosse t'es daube. tout, un jour t'es tout, et l'autre jour t'es rien, quoi. Exactement. Ouais. Et dans les jours où tu te sens rien, bah tu peux. Moi j'ai ma mère en backup, je lui dis ça va pas, elle me dit allez hop là, c'est super, la vie elle est belle, tu vas réussir, machin, fais-toi confiance, Non, c'est machin. trop bien, ouais. Et ça me remet dans l'axe, je suis en mode bon bah c'est cool, Ouais, il y a quelqu'un qui croit en moi. Voilà, t'as un soutien, t'as des gens derrière toi. Ouais. Et ça c'est trop cool. Et toi? Et moi, bah, du coup, vu que mes parents faisaient du théâtre de rue, et mes parents, à la base, sont aussi artistes. En fait, mon père, à côté, faisait agent immobilier, mais c'était quand même un artiste. D'accord, ok. Et ma mère, à côté, faisait comptable. Ok. Mais mon père a quand même vécu la plupart de sa vie en musique, quoi. Ouais. Enfin, en faisant de la musique. Et c'est vrai que mon père, du coup, donc, est musicien, il est spécialisé dans le blues, Ok. la guitare. Donc j'ai entendu du blues toute mon enfance. Et ma mère, alors pour le coup, elle, quand elle était petite, elle voulait faire danseuse classique. Ok. Sauf qu'elle était dans une famille d'ouvriers. Et chez les ouvriers, être artiste, c'était pas un vrai métier. Et ça rapportait pas dans l'assiette. Et c'est une question qui est toujours très actuelle. Parce qu'en fait, selon les familles, forcément que il y a des gens, c'est pas un choix, en gros, de faire autre chose. C'est juste que ils ont pas forcément l'argent à la base, et donc forcément ils vont s'orienter vers autre chose, vers un métier qui rapporte tout de suite, quoi. Oui. Parce que mine de rien, vouloir faire de l'art, vouloir s'orienter dans ce domaine, c'est avoir un peu d'argent de côté, quoi. Et c'est pas avoir de gros problèmes financiers, parce que je dis pas que c'est impossible, hein, mais je dis que les personnes, les gens comme ma famille du côté de ma mère qui étaient ouvriers, qui n'étaient pas du tout dans l'artistique et qui avaient besoin d'un job qui tenait la route pour manger, n'ont pas pu se permettre de faire autre chose, quoi. Ils n'ont pas pu se permettre de se dire je vais aller faire une école de théâtre à Paris, je vais voir si ça marche. C'était en mode non. Il n'y a pas le choix. Ouais, c'est ça, tu trouves du travail, et puis tu vois, mais... Et du coup, ma mère a toujours rêvé de faire Petit Rat de l'Opéra, mais du coup, ma famille lui a pas du tout permise. Ok. Et il y a ce truc où, du coup, j'ai l'impression que avec moi, justement, elle veut pas faire la même erreur. Et c'est vrai que quand j'ai eu 14 ans, c'est un peu elle qui m'a dit, à 14 ans, en fait, on commençait, tu sais, il y avait les histoires d'orientation, des conseillers d'orientation qui venaient te voir, qui venaient te dire alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Ça, c'est ton plan A. Est-ce que tu as un plan B au cas où ça marche pas ? C'était en mode, tu trouves plein de plans. Toutes les lettres de l'alphabet, sauf que moi, j'avais que mon A, en fait. J'avais que mon plan A, c'était comédienne, quoi. Et ma mère m'a dit, de toute façon, tu les écoutes pas. Parce que dans 4 ans, donc quand j'aurai 18 ans, en gros, dans 4 ans, tu monteras sur Paris, tu feras les cours Florent. Pas de plan B. Non, ouais, pas de Et plan on B. adore. Oh, oui, j'adore. Enfin, quand elle m'a sorti ça, j'étais en mode, j'ai de la chance, quoi. Enfin, ouais, c'est vrai. Enfin, parce que si je dois remercier quelqu'un en premier par rapport à ma passion et par rapport à ce que je fais, c'est eux. Parce que c'est quand même eux qui m'ont permis d'aller à Paris et qui m'ont permis de faire des écoles, quoi, de théâtre. Donc... non, moi, pour le coup, j'ai pas du tout eu de problème avec ça. C'est ouf, ça résonne de ouf avec la situation de ma mère qui est aussi artiste. Ouais. Et mes grands-parents l'ont laissé se lancer dans ce truc-là. Mais l'inquiétude que ça génère, parce qu'aujourd'hui, elle est encore en mode... ouais. C'est le début, quoi. C'est genre elle a une quarantaine d'années, mais c'est en train de, petit à petit de se construire, etc. Tu parles, quand tu dis l'inquiétude, tu parles de l'inquiétude du coup des proches de mes grands-parents qui au départ disaient mais en fait artiste c'est pas du tout un métier. Ouais. Là mon grand-père il disait à ma mère les artistes ils sont connus quand ils sont morts. Tu sais genre en fait parce que lui Louis de Funès. Vraiment Louis de Funès. Ou Van Gogh, enfin tu vois genre les grands artistes explosent quand ils meurent. Enfin c'est fort cette phrase. Bah en fait lui c'était sa vision des choses parce que ils ont pas eu d'autre choix que de travailler parce que
précarité max, c'est parce que c'était même pas envisageable de se lancer dans un truc artistique, même si c'était ce que tu kiffais, c'était un truc que tu fais sur le côté pour t'amuser, mais tu pouvais pas en bouffer. Comment dire, les préoccupations du passé sont toujours actuelles, Oui. en fait. On s'en rend moins compte, mais c'est pour ça que moi, j'avoue que alors, je ne mets pas du tout dans la catégorie par exemple, des parents médecins, donc qui sont blindés de thunes et qui sont en mode mais tu feras pas ça, tu rigoles ou toi, trouve-toi un vrai métier. Parce que là, je trouve que c'est encore différent. Oui. Mais tu vois, les gens qui n'ont vraiment pas de moyens à la base et que leur enfant veut faire métier, leur enfant veut faire métier et que leur enfant veut faire de l'artistique, Oui. je comprends qu'il y ait des peurs, quoi. Qu'il y ait des peurs et des refus, mais parce que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais un peu quand même, parce que l'argent nous permet de vivre, quoi. Ouais. Et il y a des gens... À bas le capitalisme. Voilà. Auchan sponsorise. mais il y a ce truc où sans argent, tu fais pas grand-chose, quand même, au final. Et du coup, voilà, pour moi... c'est pas trouver des excuses ou quoi que ce soit, mais je comprends quand même qu'on puisse dériver sur d'autres métiers par peur de prendre le risque. Par sécurité. Parce que c'est une méga prise de risque de faire ça. C'est une méga prise de risque. Enfin, tu parlais, tu vois tout à l'heure de l'entourage, toi, de tes grands-parents qui sont inquiets, tu vois, qui parfois paniquent plus que toi-même. Mais c'est ça. Mais en fait, je suis hyper chill. Je suis en mode maintenant, j'apprends à gérer l'échec en ce moment de... En fait, ça marche pas et c'est ok, ça n'a rien à voir avec moi et juste quand ce sera mon tour, ce sera mon tour. Il faut juste continuer à faire. Mais genre, quand je rate un casting, c'est pour ça maintenant que je n'en parle plus à ma famille. Mais dès que je rate un casting, c'est eux qui sont au bout du roule. Pour moi, je suis en mode, les gars, je vais en avoir tellement plein des portes qui vont se fermer devant ma tronche et il y en a plein d'autres qui vont se réouvrir. Et puis en fait, quand tu rates un casting, c'est même pas que t'as pas bien bossé ou que t'as pas été aimable ou que je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec ton talent. C'est la vibe, c'est une question de vibe, une question de physique. De profil, en fait. Moi, je suis persuadée que, tu sais, on te dit, il faut que tu travailles dur et t'y arriveras et tout. Honnêtement, ça va faire 5 ans que... Ça va faire 5 ans, d'accord, je rigole. Ça va, j'en peux plus, elle est à bout. Vraiment. Ça va faire 5 ans que je suis dans les études sup, on va dire, et vraiment que j'entre petit à petit dans le monde de l'artistique. Il y a des gens qui sont... ça va être coupé. Non, je rigole. Si tu veux, je peux le couper. Non, pas du tout. Non, justement, je rigole. Parce que je dirais aucun nom. Mais j'ai vu des gens qui rentraient dans des écoles ou qui passaient des castings et qui, honnêtement, étaient des gros branleurs. Voilà. Ouais. J'ai été en classe avec des gens qui arrivaient tout le temps en retard, qui travaillaient pas de l'année. Et à la fin de l'année, ils ont eu un truc de dingue. Il y avait des gens dans ma classe qui étaient tout le temps là, qui travaillaient tout le temps et qui n'ont rien eu, tu vois. Il y a le facteur chance, être au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Oui, même si on n'y croit pas. La méritocratie n'existe pas. Oui. Mais je le dis fort là dans mon micro, ça n'existe pas. Il suffit pas de bosser pour avoir les choses. Non, mais on est d'accord. Il y a un facteur chance. Ça sert à rien que tu bosses d'arrache-pied, c'est comme pour un concours. Là, attention, sujet sensible, ça va diviser un peu tout le monde. Mais moi, je trouve que pour un concours, tu n'as pas besoin de bosser 6 mois à l'avance, genre toutes les semaines. Tu peux autant trouver ta scène 2 semaines avant, ça vibre avec toi, ça marche et ça va passer, en gros. Sauf que ça, dans les autres domaines, forcément, c'est plus compliqué. Parce que dans les autres domaines, tu révises bien, tu travailles bien, tes fruits vont forcément payer, quoi. Tu vois, tes fruits vont payer, ça ne se dit pas. Ça va porter ses fruits. Voilà. Tu vas pouvoir cueillir tes figues. Tu vas pouvoir cueillir tes figues. Et donc, du coup, on a grave divagué. Mais ma question, à la base, c'était comment est-ce que tu arrives à t'organiser ? Est-ce que tu as des tips pour les personnes désordonnées ? Hi, I'm right here. Genre les personnes qui ont j'ai des gros problèmes d'attention. Je pars dans tous les sens, je n'arrive pas à canaliser et j'ai envie de démarrer 1000 trucs en même temps. Et donc du coup, je ne démarre rien. Ou alors je n'aboutis rien. C'est pour ça que là, je reste sur la ligne de départ. Vraiment, je suis sur la ligne de départ. Enfin là, j'essaye d'avancer avec ce projet-là en particulier et de pas me mettre sur 1 milliard de trucs parce que du coup, sinon tu as de la place pour rien. Mais il y a des gens, en fait, qui font 1 milliard de trucs, mais c'est toujours, moi, ma question de comment est-ce qu'ils font. Mais comment font-ils ?
Comment font-ils et est-ce qu'ils le font au final? Ouf, elle a posé les termes. J'ai posé les termes. Hop là. Je pose ça sur la table. Et hop là. Et Comment du est-ce que coup, tu t'organises? comment je m'organise? On va dire que ouais, en septembre, je sais ce que je vais faire, on va dire, à l'année. Donc on va dire que là, en septembre, par exemple, je savais que j'allais faire un service civique et en même temps que j'allais étudier au conservatoire. Donc en gros, déjà, moi, je me fais des horaires où je sais que ça va être fixe. T'as un planning. C'est ça. C'est Ok. que j'allie deux choses. J'aime bien, moi, faire deux choses à la fois. J'aime bien travailler dans deux endroits différents, ou dans plusieurs endroits différents, avec plusieurs personnes différentes. Et la routine, j'ai peur de la routine. Et du coup, ça fait que, enfin là, depuis le début de l'année, je sais quand est-ce que je bosse, quand est-ce que je suis au conservatoire et quand est-ce que j'ai du temps libre, tu vois. Ok. Et je m'arrange toujours pour avoir un peu plus de temps libre, on va dire, que la moyenne. C'est ça que j'allais te demander. Du coup, est-ce que avec cette charge de travail que t'as quand même le temps pour toi et pour Oui, voir parce des potes et... ouais, mais c'est le truc, c'est un peu le piège parfois qu'on peut se faire d'être en mode « Ok, je me book tout et là c'est bon, tu vois. » Mais là, par exemple, tu vois, déjà j'ai mon week-end de libre. Ok. Mais j'ai aussi mon vendredi matin de libre. Ça veut dire que pourquoi est-ce que j'ai mon vendredi matin? C'est moi qui me le suis bloqué, que ça soit avec le cons ou avec le taf. J'ai dit au cons et au taf, je ne serai pas là vendredi matin. Voilà. Parce que vendredi matin, je dors. J'ai décidé que je dormais vendredi matin. Santé mentale. Ouais, je sais pas, je veux genre avoir déjà un moment de la semaine où si j'arrive pas, parce que les rendez-vous médicaux, c'est tout con, mais les rendez-vous médicaux, c'est souvent en semaine. Sauf que quand tu bosses, que tu fais du 10h, du 10h, 19h, ou plus tard parfois, ben t'as pas le temps de faire des rendez-vous médicaux, par exemple. Enfin, tu vois, tout bête, hein. Mais du coup, se laisser une demi-journée dans la semaine, en plus du week-end. Et moi, ben voilà, je me suis posé ça de me dire, il y a au moins une fois dans la semaine où je vais faire la grasse mat, en plus du week-end. Et ça fait que du coup, ouais, je sais pas, j'arrive vraiment à trouver des temps de répète, des temps où je reste chez moi. Enfin, généralement, les dimanches, moi, j'aime bien rester chez moi et pas forcément rien glander, mais justement, c'est là où je suis assez créative, où je bosse, où je crée beaucoup de choses. Voilà, on va drastiquement changer de sujet du coup. Quelles sont tes principales sources d'inspiration, cinéma et théâtre confondus? Genre tes pièces de théâtre, de chevet, tes livres, enfin tes films de chevet plutôt aussi. Est-ce que tu vas souvent au théâtre ou plus au cinéma? C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Et voilà. Alors moi, j'aime beaucoup les pièces contemporaines. Et j'aime beaucoup les pièces engagées, en fait. Moi, j'ai vraiment un faible pour aller voir des pièces qui sont engagées, des pièces qui vont m'apprendre des choses. Euh, Au ciné, c'est un peu pareil. J'aime en fait découvrir des sociétés, découvrir des domaines, découvrir des mentalités, et pas forcément me dire c'est stupide ou qu'est-ce que c'est que ça, ou trouver ça bizarre. Parce que je me dis, il y a des gens qui trouvent pas ça bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils trouvent pas ça bizarre? D'où ça vient, tu vois? Moi, je suis très, très curieuse, heu j'essaye en fait, d'arrêter de juger, juste en général et de vraiment découvrir, en fait, le pourquoi du comment, de quelque chose que je connais pas, en gros. Et donc moi, j'aime beaucoup les pièces, engagées qui défendent, des causes ou juste, en fait, qui frontalement, balancent les choses telles qu'elles sont. Je pense un peu, je pense à Carte noire d'Homme et Désir, par exemple, de Rebecca Chaillon, le type de pièce que j'aime. Hem, je pense, heu, je pense à quoi d'autre? Je pense à, une pièce qui s'appelle Pour un temps soit peu, de Lorraine Marx, qui est une pièce sur la transidentité. Voilà, par exemple, un sujet que je connaissais pas du tout et c'est un sujet qui est très présent dans notre société actuellement. Et c'est un sujet qui divise beaucoup de personnes. Oui. Mais la plupart du temps, tu te rends compte que les personnes, par exemple, qui sont contre ou qui trouvent ça absurde ou quoi que ce soit, c'est parce que, déjà, elles n'ont pas de problème avec leur genre, avec leur corps. Et en plus de ça, elles ne connaissent pas forcément des personnes autour qui ont vécu ça. Et moi, je ne connais pas de personnes autour de moi
Donc, les voix que j'avais autour de moi et les propos que j'avais autour de moi, c'était plus c'est du n'importe quoi. En Ok. gros. Ouais, moi j'ai beaucoup vu ça. Oh, wow. Tu vois, je parle de l'année dernière, hein, tu vois, pour te dire. Dans ta fac? Non, pas dans ma fac. Non, justement, dans ma fac, c'est très, très ouvert. Mais je parle plus, on va dire, dans ma famille. Ah oui, évidemment. Voilà, tu vois. Dans ma famille, ouais, bah oui, je parle essentiellement dans ma famille au final. Parce que sinon, je reste avec des gens de notre âge, donc forcément qui... en plus dans l'artistique qui sont... Pour qui c'est même pas un sujet, en fait. C'est même pas un sujet, ouais. quoi. C'est même pas un débat. Et c'est vrai que, je sais pas, il y a toujours eu ce truc de... je me dis, les gens pensent comme ça parce qu'ils ont pas ce problème. Tu vois. Et je me dis, je vais aller voir, justement, je vais aller voir des pièces qui parlent de la transidentité, par exemple, pour m'instruire. Pour m'instruire et pour ne pas avoir les mêmes propos que ces gens-là, quoi. Et recracher ces choses. Donc voilà. Moi, j'aime bien aller au théâtre pour ressortir et penser différemment. Et j'aime bien la provocation au théâtre. J'adore donc la performance. Sans deck. J'adore la performance parce que la performance, elle invite au choc et au scandale et à la provocation. Et moi, ce que j'aime dans la performance, c'est que il y a de la provocation pour provoquer des questions. Et donc pour provoquer le public et mettre le public face à lui et forcément, il va y avoir des réactions. Et c'est hyper intéressant. Et moi, c'est ça que je kiffe. C'est quoi ton livre de chevet, du coup? Enfin, ta pièce de chevet? Moi, j'aime beaucoup l'autrice Rebecca Deraspe, qui est canadienne, oui. Féministe, et qui écrit des pièces, mais alors juste génialissimes, des pièces qui sont à la fois drôles, qui sont à la fois touchantes, et qui abordent beaucoup, beaucoup de sujets sur la vie des femmes, et sur ce que traversent les femmes en général. Et moi, j'aime beaucoup la pièce Fanny de Rebecca Deraspe, mais je conseille aussi Les filles du Saint-Laurent. C'est vraiment pas mal aussi, quoi. Donc, plus, les œuvres de Rebecca Deraspe. Ok. Ou alors, Pauline Perrade. Ma star. On y vient forcément. Moi, j'adore À la carabine. Classique. Enfin, classique. Dans le contemporain, c'est vrai que c'est assez génial. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien les textes qui claquent, quoi. J'aime beaucoup ça. Et au cinéma, t'as grandi avec quel cinéma, par exemple, à la maison? Alors, j'ai grandi avec des gros blockbusters. Ok. Mais alors, tout sauf des films indépendants. Moi, mes week-ends, quand j'étais ado, c'était centre commercial et ciné. Et les cinés, c'était genre des gros blockbusters américains. Parce qu'en gros, c'était la programmation du cinéma. Tu vois. C'était pas un petit ciné indépendant. Il n'y avait pas ça. Enfin, il n'y a pas, en gros. Il y a, mais tu peux changer de département pour en avoir un. Donc c'est compliqué. Enfin, t'as un peu la flemme, quoi. Ok. Et puis moi, je savais pas que ça existait juste à la base, quand j'étais ado. Donc, chez toi, ça regardait pas de film du tout? Chez moi, pour le coup, plus si. Ok. Et c'était, pour le coup, mes parents ont une meilleure culture cinématographique que le cinéma juste à côté de chez moi, qui s'appelle le Capitole, qui font que des blockbusters. Enfin, mes parents m'ont beaucoup montré des films des frères Cohen. Donc en soi, ça va, j'avais pas non plus une culture cinématographique blockbusterisée, je sais pas si ça se dit, mais j'ai appris vraiment à aller dans les ciné indépendants quand je suis montée sur Paris, pour le coup. Ouais. Et là, du coup, actuellement, à l'heure qu'il est, je regarde plus, enfin, je me dirige plus vers les cinés que vers les théâtres. Pendant 2 ans, j'ai fait que regarder des pièces, enfin, aller voir des pièces toutes les semaines. Genre, j'allais 1 à 2 fois au théâtre par semaine. Et au Festival d'Avignon, alors au Festival d'Avignon, vu que j'y bosse, je me mange 40 pièces dans le mois, quoi. Enfin voilà, j'y vais un max, et j'adore ça. Mais je crois que depuis cet été, j'ai un peu fait comment dire? Une overdose? Ouais, une overdose, ouais. J'ai un peu fait une overdose des pièces. Et pas du théâtre en général, hein, j'adore toujours ça, je kiffe autant ça. Mais depuis que j'ai vu L'amour ouf au cinéma, c'est con, hein, mais ça m'a donné envie d'aller encore plus au ciné. Et du coup, là, je vais pratiquement 1 fois par semaine au ciné.
voir des films. Il y a un genre en particulier que t'aimes au cinéma? J'aime les films qui parlent des femmes. J'aime les films autour des femmes. Euh, et quand je dis ça, pas de femmes en particulier, pas de société en particulier, pas de religion particulière. Juste, c'est vrai que même quand j'étais petite, je pouvais pas regarder un film s'il était exclusivement masculin. Genre, je me faisais chier. Bah ouais, on se fait chier. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouvais qu'il y avait pas la sensibilité qu'il y a chez les femmes. Enfin, ce truc où ça nous accroche direct. Je sais pas, il y avait un truc chez les femmes quand j'étais petite où s'il y avait un film où il n'y avait pas de femme, ou alors s'il y avait un film où il y avait une seule femme mais qu'elle avait même un tout petit rôle de rien du tout, Ouais. j'allais m'attarder dessus, quoi. Ouais. J'allais genre recommencer la séquence pour voir genre comment est-ce qu'elle jouait, comment est-ce qu'elle agissait, alors que c'est un rôle où parfois on la voyait genre 2 fois à l'écran. Ouais. Mais il y a des trucs comme ça où je m'attarde. Mais c'est vrai que j'ai un pote, lui, il y a pas longtemps, qui est un homme et qui m'a dit la même chose. Ah ok. Qu'il n'arrive pas à regarder des films où il y a que des mecs. Genre, il trouve ça ennuyant. Bah ouais. Donc, je pense d'accord. Enfin, ça dépend des gens, tu vois. Non mais je suis assez d'accord en fait. Et j'ai besoin que les films que je regarde, y ait une femme en personnage principal, quoi. Ok. Tu vois. Par exemple, donc je pense à Nora. Oh mais putain. Voilà. Non mais meuf, alors ce film, il fait pas mal de bruit. Oui, parce que Palme d'Or, Palme d'Or, et puis aussi regard masculin sur des scènes de cul, etc. Enfin, le truc... C'est un réalisateur? C'est, ouais, Shane Baker, il me semble que c'est un homme. Donc, regard masculin sur pas mal de scènes de cul. J'ai vu pas mal de critiques de personnes qui étaient en mode « mais ce film est absolument scandaleux, etc. » Moi, j'ai trouvé que ce film était génial, j'ai adoré. Juste parce que déjà, je trouve que le film est magnifique. Et puis, moi, cette actrice, Mickey Madison, je suis amoureuse d'elle. Ah oui, elle a vraiment un truc, quoi, où tu peux la regarder pendant des heures. Mais pitié, quoi. Pitié. Un avis sur The Substance? À part que c'est le meilleur film que j'ai vu cette année, non. Et bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Non, Un avis sur The Substance? Non, mais j'ai vraiment... C'est français. Moi, j'ai adoré, mais oui. Quelle joie. Ça qui est oui, incroyable. oui, baguette. Oui, oui, baguette. Oui, oui, Substance. Moi, j'ai adoré le message. Et forcément, ça peut pas plaire à tout le monde parce que le body horror, c'est quand même très très compliqué. Soit tu as des délires et c'est génial, soit tu passes un enfer pendant 2h30, quoi. Parce que il y a plein de gens que je connais, moi, qui sont allés le voir et qui m'ont dit j'ai regardé peut-être 5 minutes du film. Ils se sont barrés? Non, ils se sont pas barrés. Okay. Ils sont restés jusqu'à la fin. Il y en a même qui ont aimé, mais qui ont regardé 5 minutes du film parce qu'ils étaient tout le temps en train de se cacher les yeux, quoi, pour pas regarder. Okay. Moi, quand j'y suis allée avec notre cher Thomas, quand j'y suis allée avec lui, il l'avait vu 3 fois déjà, donc bon, Thomas est un adepte aussi de The Substance. Il y a un mec dans la salle qui a fait une crise d'épilepsie. Oh, waouh. Ouais, quand ça a commencé à devenir vraiment gore, donc quand la naissance de l'autre femme arrive... C'est plutôt tôt dans le film, en plus, hein. Oui, c'est assez tôt, oui. C'est assez tôt dans le film. C'est très tôt, hein. C'est quoi, c'est à 25 minutes, peut-être? À peu près, ouais. Ouais, ça vient très vite, hein, de toute façon, les enjeux, l'histoire et tout. Oui. À ce moment-là, c'était horreur à l'écran et horreur dans la salle, quoi. Parce que le mec a commencé à faire une crise d'épilepsie. Il y a une meuf qui s'est levée d'un coup et qui a fait genre... Il est en train de faire une crise d'épilepsie, quelqu'un. Les ciné ont rallumé la salle pour le faire sortir. Et ils étaient à 5, en train de l'emmener dans les couloirs. Enfin, c'était un gros moment. Oh, wow. Mais alors moi, le message, juste, je le trouve incroyable. Et je trouve, en fait, ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film, c'est que je trouve que les scènes de nudité, on est tout le temps exposé à toutes les parties du corps. Mais pour moi, il n'y a rien de vulgaire. Je suis assez d'accord. En fait, c'est un regard. En fait, ça reprend les codes du male gaze. Oui, complètement. Mais comme c'est un regard de femme, il n'y a rien de dégueulasse, en fait. C'est que ça se voit que c'est un regard de femme et que ça a été réalisé par une femme parce qu'elle a le truc de savoir quel angle fait que ça sera pas sexualisé en fin de compte. Je sais pas comment expliquer. Que ça tourne tout autour du male gaze. Et puis alors moi j'adore les plans. Enfin en fait c'est tellement sensoriel ce film au niveau de l'ouïe ou au niveau des images.
que je trouve que tu ressors de ce film. Et tu sais, moi, j'étais partie aux toilettes et j'entendais tout ce qui se passait. Tu sais, genre, mes sens étaient complètement décuplés, quoi. Genre, j'entendais les bruits de porte, mais hyper fort. Enfin, Ouais. donc non, moi, j'ai vraiment adhéré au gore. Bizarre de dire ça, mais j'ai vraiment beaucoup adhéré au gore, moi qui ai très peur des piqûres. Que dalle. Ouais. La première, j'ai eu du mal à regarder. Il y en a environ une trentaine dans le film, donc au bout de la 30e, tu t'en fous complètement. Mm. Tu le vois comme si c'était normal, quoi. Euh, et la fin avec tout le sang qui jaillit et tout, enfin, je trouve ça génial, quoi. C'est C'est juste risible. ouais, c'est genre un gros fuck au monde. Ça renvoie aussi aux menstruations, je trouve un peu à ce truc, tu sais, des femmes, ouais, qui balancent tout ce qu'on leur balance dans la gueule, tu vois, un peu. Mhm. Enfin, je trouve ça hyper bien réalisé. Ça faisait un moment que je me disais, si je fais du cinéma, vers quoi j'aimerais tendre. Bon, là, je suis au tout début, donc évidemment, je prendrai les rôles qu'on aura à me donner, etc., sans broncher. Mais le jour où, j'espère, j'aurai le choix de choisir mes rôles et tu sais, de me greffer à des projets et tout, maintenant, j'ai tellement envie de faire du body horror. Et The Substance a énormément Je te joué. vois trop dedans. Mais meuf, de plus en plus, j'ai toujours adoré les films d'horreur. Et à un moment donné, j'avais un peu arrêté parce que ma mère était en mode les énergies, c'est pas bon du tout, arrête, tu vas. Non, mais tu déconnes, Eden. Elle était vraiment en mode arrête de regarder des films d'horreur, ça va te ramener des trucs énergétiquement et tout. Et j'étais en mode il y a que les films d'horreur qui me procurent autant de plaisir et autant de joie. Ah, c'est fou. C'est trop bizarre. Mais j'ai vraiment, je fais une ficette avec les films d'horreur. Et le fait de voir The Substance, je suis sortie en mode bah les gars, il y a plus aucune question, c'est vraiment ça que je veux faire. Mais je sais pas si toi aussi c'était ça. Thomas, déjà, ça l'a surpris de voir que j'étais pas dégoûtée et que j'aimais, parce que même moi, j'y suis allée. Moi, j'aime pas les films d'horreur, tu vois, par exemple. Et là, me dire que je vais voir du body horror, du gore, je me suis dit, je ne sais pas du tout si je vais aimer. En fait, c'est là que tu te dis que tu te connais pas, quoi. Parce que je ne me connaissais pas par rapport à ça. C'était la seule séance où j'avais décidé de prendre du popcorn. Pourquoi cette séance-là, je l'ai tellement bien choisie. Mais en fait, je sais pas comment expliquer, j'étais tellement dans ma zone de confort par rapport à ce film, parce que il y a certaines scènes qui auraient pu être théâtrales. Il y a certaines scènes qui relevaient de la performance. Tout à fait. Donc, moi, j'adore. Et le physique, les monstres qui ont dedans, c'est inspiré de l'univers de Cronenberg. Tout à fait. Et qui est-ce qui est aussi inspiré dans le théâtre de l'univers de Cronenberg ? Le Moonstrom. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et moi, j'adore le Moonstrom. Tu sais, ces Cypher Z, 40 degrés sous zéro. Ok, oui. Tu vois ? D'accord. Moi, j'adore cette troupe qui est rattachée au Théâtre Public de Montreuil, qui va faire Macbeth. On adore. Fin avril, début mai. Ça va claquer. Voilà, instant promo. Qui, eux, se sont inspirés des univers de Cronenberg pour faire leurs masques, leurs maquettes et tout. Du coup, j'étais dans ce truc où j'avais l'impression d'être au théâtre à la fois. Parce que j'avais l'impression d'être dans de la performance, c'est la performance de l'idole. C'est d'ailleurs ce qui a beaucoup été critiqué aussi. Pourquoi ? Que c'était de la performance. Ouais, moi j'ai entendu pas... Enfin, j'en ai discuté avec des potes qui étaient en mode j'ai détesté. Non seulement parce que quand j'ai commencé à regarder le film, je savais où est-ce que ça allait. Moi, ça c'est pas un truc qui me dérange. J'ai suivi le truc, ça m'a emmené. Moi, j'étais embarquée dès le début. Et même si tu te doutes un petit peu de comment ça va finir, évidemment, bah... Moi, la fin, j'avoue que la 3e partie de la meuf, je m'attendais pas à une partie monstrueuse. Non, justement. Je m'attendais à une partie encore plus belle. Ok. Je ne sais pas pourquoi, hein. Et du coup, alors, quand je l'ai vue dans le miroir, j'ai été encore plus choquée, quoi. Ok. Donc... Non, bah encore une fois, c'est très subjectif, mais non, moi, c'est vrai que la fin, je m'attendais pas du tout à... Alors là, vraiment, c'est bon. Là, on est parti sur le tour du kiff. Okay. J'ai écrit avec des gros points « Parlez féminisme !» Ok. On parle de féminisme, en fait, depuis le début du truc, en fait. Inconsciemment. Mais, du coup, ma question, c'est en quoi... Enfin, toi, en tant que comédienne, qu'est-ce que tu veux raconter ? Quelle place a la lutte dans ta vie ? Et comment est-ce que tu veux l'amener... dans ton art, et comment ça se traduit dans ce que tu fais. Bon, la question est vaste. La question est vaste, mais je chope le point dont tu parles.
Bah, moi, du coup, je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai un rapport à la femme, qui est très comment dire? Qui est très radical, heu et pourtant je viens pas forcément d'une famille où, la femme, est hyper mise en avant. J'ai un schéma, heu, j'ai un schéma parental qui est très hétérosexuel et qui est limite un petit peu patriarcal, parce que mon père ne fait pas grand-chose, par exemple, à la maison Mmh. et que j'ai un peu l'image de, ma mère qui attend mon père, qui attend mon père pour vivre. Enfin, j'ai un peu ça de, ma mère qui est éperdument amoureuse, que son bonheur qui dépend d'un homme. J'ai vachement ça, j'ai vachement grandi avec ça et depuis que je suis toute petite, moi je m'en souviens pas, mais on me racontait que, je balançais déjà des choses comme ça, de, «J'ai pas envie d'être une soumise, tu me fais pas peur». En gros, j'avais une rage en moi Mmh. par rapport, à ce schéma-là et par rapport aux mecs en général. Heu, je sais pas, genre, j'ai pas envie de dire que je suis méfiante ou parano ou quoi que ce soit, mais enfin, tu vois, dès que j'étais toute petite, par exemple, moi, j'ai une expérience, quand j'étais petite, bon, tu couperas ce que tu veux autant au montage, hein, tu peux couper Mmh. ça, mais comme tu veux, hein. J'ai pas envie de m'éparpiller, Non, non, du tout. mais j'ai une expérience, par exemple, quand j'étais petite, de, 2, garçons qui étaient censés être mes potes, mais au final, bon, voilà, et en fait, ils étaient 3 et il y en a 2 genre qui m'ont plaqué par terre et il y en avait un autre qui essayait de m'embrasser, tu vois? Et j'étais toute petite et je me souviens toujours de ce moment, genre, je me débattais, tu vois? Et je disais: «Non» et tu vois, il continuait quand même, tu sais? C'est là, et je sais pas, dans mon cerveau, je me suis dit: «C'est un peu, j'ai l'impression que ça s'est déjà passé, en gros, tout ça», tu vois? Et que c'est un peu le combat d'une vie et quand le mec, a posé ses lèvres sur les miennes, en fait, j'ai chopé ses lèvres et je les ai pas lâchées, en gros et en gros, je l'ai mordu jusqu'au sang Ouais. et hem et en fait, bah, du coup, il avait vraiment genre plus de bouche. Bien fait. Oui, en Enfin, soi, oui. oui, en fait. Oui, bah, oui, en soi, oui. Parce que même si tu gosse quand même, quoi. Il avait plus de bouche et je sais pas, j'ai cette image de ma mère qui vient me chercher et qui est choquée et moi qui est en pleurs, genre la bouche avec le sang de l'autre, en mode bébé vampire et hem et je sais pas, genre, enfin, il y a des tas de moments dans mon enfance que je me souviens où j'avais déjà genre un peu une rage un peu de tout ça et de me dire, j'ai pas envie d'être soumise et j'ai pas envie de me laisser faire quoi, tu vois? Et heu et je pense que c'est pas du tout une volonté, de le montrer dans mon art, mais c'est vrai que, moi j'aime beaucoup montrer, beh, la femme en général, dans mon art, donc la femme, avec des habits, très, genre, volatiles, je sais pas si ça se dit du tout, I don't know. mais, genre Comment ça? enfin tu vois par exemple comme sur, cette photo avec les robes en mode très volage, D'accord. en mode cheveux détachés, en mode la femme un peu libre et la femme qui s'en fout, mais la femme qui à la fois, heu peut aussi taper un gros coup de gueule, hem et à la fois, en fait, je sais pas, j'aime bien montrer un peu, de la violence, dans mon art, mais pas forcément de la violence sur la femme, mais la violence de la femme, OK. tu vois? La rage. La rage, ouais, heu, La rage, c'est tellement un moteur. Genre ouais, là, pendant je pense que je me suis un peu voilé la face, en vrai. ouais, Ces derniers mois, je me suis un peu auto-convaincue que, je ne voulais pas, faire de l'art en colère. Je sais pas comment expliquer, mais j'en avais marre du théâtre v je me suis convaincue que j'en avais marre du théâtre vindicatif et que mmh j'avais envie de faire, pas du beau, mais, ouais, du doux, quoi. Sauf qu'en fait, les gars, je suis tellement en colère de façon constante. J'ai tellement de rage ouais, et je sais tellement pas comment, l'extérioriser. l'extérioriser Mmh. autrement que pour la mettre enfin, qu'en la mettant au service de mon art qu'en fait, Mmh. puis en fait, je me dis, j'ai pas j'en ai on m'a tellement demandé d'être sage, Mmh. j'ai pas envie de faire cette fleur-là et de fermer ma gueule et j'ai tellement de choses à dire et la lutte est tellement pas terminée et même en fait, on m'a dit: «Fais attention,
ma mère surtout, Mhm. coucou maman, Coucou. ma mère m'a beaucoup dit fais attention à pas trop t'investir politiquement ou à pas trop en parler ou fais attention à voilà ne pas trop être à contre-courant et ne pas trop taper du poing parce qu'on va te fermer plein de portes dans la Mhm. tronche, tu vois. Mhm. Il y a tellement une espèce de chape de plomb sur le cinéma, etc. Il y a encore tellement... Ça prend tellement de temps à bouger, à bousculer les codes, etc. que moi j'ai envie d'arriver et de faire de foutre un gros coup comme ça. En fait, jamais vois de trop ta faire. vie, genre. Et en fait, là, ces derniers mois, je me suis un peu auto-convaincue que non, mais bon, ils ont raison, ouais, je vais être sage et machin. Et en fait, je sais que si j'agis comme ça, je ne serai pas fidèle à moi-même. Et en même temps, je suis dans ce truc de ouais, mais en fait, si j'ouvre trop ma gueule, il y a personne qui me donnera ma chance. Il y a personne qui voudra bosser avec moi parce qu'en fait, voilà, la meuf. Et en fait, si, du coup. Bah, je sais pas. Ah oui, Je suis un peu. Non, mais si, en fait, je me dis que si, évidemment. Mais en fait, moi je pense que c'est... en fait, c'est encore mieux, justement, si tu trouves justement des gens qui ont le même caractère de toi, parce qu'en fait, si tu montres ton vrai caractère, les gens qui vont t'embaucher, c'est des gens qui vont aimer ton caractère, et du coup, qui vont voir qui tu es, et qui vont te donner du travail euh, pour qui tu es. Hmm. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui. En gros, il faut pas essayer de se créer, je pense, une image ou de... En fait, les gens pensent comme ça, mais toi, si tu penses autrement, ben... Je sais pas s'il faut forcément s'adapter au Hmm. monde. En fait, on peut s'adapter au monde, mais il faut aussi s'adapter à soi, parce qu'il faut aussi comprendre et se connaître. Ouais. Tu vois, apprendre à se connaître. Parce que, enfin, moi, là, il y a si je retourne 5 ans en arrière, euh, quand j'étais au lycée, euh, parfois je regarde, je sais pas si ça te le fait, mais je regarde des vidéos de moi, ado, ou des photos, et je me reconnais pas. Ouais. Je me reconnais pas et je me dis, il y a un souci, quoi. Parce que est-ce que c'est vraiment moi? Et je me dis vraiment, je pense que si mon moi du futur était venu me voir au lycée, j'aurais un peu flippé, quoi. C'est trop drôle. C'est trop drôle parce que j'ai une des questions qui est un peu en dessous, mais c'était en mode si tu pouvais rencontrer la toi d'il y a quelques années, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, trop drôle. Ouais, c'est trop marrant. Ben, tu veux du coup que je réponde à... Bah grave, on va faire une pierre deux coups. Allez. Et déjà, j'irai la voir en salle de classe. Ne me demande pas pourquoi. Je sais pas. D'accord. J'ai envie d'aller la voir au lycée. Et ben, j'ai envie de lui dire... j'ai envie de lui dire d'oser. D'oser encore plus et de pas s'inquiéter. Et je sais pas, je pense que j'ai envie de lui dire d'oser, en fait. J'ai envie de lui dire de continuer à avoir un peu l'œil qui dit merde. Parce que moi, depuis que je suis petite, j'ai un peu l'œil qui dit merde. Et ma mère me le disait souvent. J'avais un chat et ma mère me disait « Ton chat, dans le regard, on dirait qu'il dit va te faire foutre. Mais tu vas me dire, toi aussi, au final, vous avez le même regard. » Ce vrai. regard un peu de « Qu'est-ce que tu veux fais un peu attention à ce que tu vas dire, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai toujours eu un peu ce regard-là, quoi. Et ouais, je pense que je lui dirais d'être plus en roue libre, Ouais, ne sois pas sage. ne sois pas sage. Ne sois pas sage. Et d'ailleurs, par rapport à cette question de sagesse, c'est marrant que tu l'aies évoqué. Parce que quand j'étais petite, j'avais assisté à une séance de catéchisme, un cours de catéchisme. Et je me souviens que le prêtre avait dit il faut que vous soyez sage comme une image dans la vie. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens de ce moment. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau à ce moment-là, mais genre, en fait, je me suis barrée de la cour de récré où on écoutait ce cours. J'ai commencé à courir, genre dans les couloirs et tout. Et en fait, il y avait ma mère avec moi, du coup, qui courait, genre derrière moi, et qui me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je commence genre, juste à m'effondrer en larmes. Elle me dit, mais Sarah, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui balance, je veux pas être sage comme une image. Mais ma queen, mais évidemment que t'as pas envie d'être sage comme une image. J'avais 8 ans, je crois, et genre, je ne sais même pas pourquoi est-ce que... Enfin, à l'époque, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je suis partie courir et pleurer, quoi.
Mais ça allait Enfin, bousculer un truc en toi. je sais pas, ouais, c'est sorti tout seul. Pour ça que, tu sais, il y a quelques mois, tu me disais qu'on se connaissait pas personnellement, je veux Oui. dire, qu'on était des bébés. Et j'y ai réfléchi et tout, et grave, en fait. Enfin, tu sais, on est là, mais il y a des trucs, que ça soit dans le corps ou dans l'esprit, on ne se connaît pas. Mhm. Et on va apprendre des choses, genre toute notre vie, quoi. Ouais. Tu vois? C'est comme les réactions. Parfois, on est en mode: «Ah non, mais moi, je ferais jamais comme ça si ça m'arrivait. Ah non, mais moi, si j'étais genre avec un mec comme ça, je pèterais un câble», Tu par ne peux pas exemple. prévoir. Tu ne peux pas prévoir parce que ça ne t'est pas arrivé, Mhm. en gros. Et je trouve ça assez dingue. Ouais. Je suis assez d'accord. De ouf. Ça n'a rien à voir. J'imagine que t'as déjà vécu l'échec dans Mmh. ta vie. Comment est-ce que tu gères l'échec? La première fois que je l'ai vécu, c'était un peu, la c'était un peu abusé, quoi. J'étais partie en grosse crise d'angoisse d'1 heure, Ok. où vraiment j'ai appelé ma sœur, et ma sœur qui a l'habitude des crises d'angoisse était en mode: «OK Sarah, heu, lève les pieds, allonge-toi par terre et mets les pieds sur le mur en l'air». Ok. Et ça avait marché. Hem et en fait, je pense que, plus on se prend un peu des râteaux, dans la vie, je parle de râteaux artistiques, hein, surtout, hein, Oui. et heu, plus on a, un ultimatum qui se pose en nous de, soit t'arrêtes parce que ça va te détruire, soit ça va faire ta force et du coup tu continues et tu finis par dire fuck si ça passe pas, et c'est à ce moment-là que ça passe, Ouais. tu vois? C'est ça qui est assez dingue. C'est ça, c'est que c'est à ce moment-là que ça passe, parce que enfin moi, par exemple, pour le conservatoire du 6, tout con, hein, mais j'y suis allée, je voulais vraiment être dans ce conservatoire. Mais j'y suis allée et j'étais en mode, «Franchement, je vous propose un truc, je vous montre qui je suis, voilà, ciao. Vous me rappelez si vous avez envie, mais bon, si ça vous va pas, bon, c'est la même chose, quoi», tu vois? J'étais un peu dans cet esprit-là, En mode rien à perdre, quoi. rien à perdre, et je pense que c'est ça qui plaît aussi. Oui. C'est qu'on montre, pas de montrer qu'on est désespéré justement, nuance, mais de montrer qu'effectivement, hem, on aimerait bien faire un bout de route avec vous. Casting, école nationale, audition, metteuse, metteur en scène, voilà. On aimerait bien faire un bout de chemin avec vous, mais si vous voulez pas de nous, c'est pas très grave, parce qu'on n'a pas prévu pour autant, genre, de s'arrêter, et on va continuer nos projets, on va continuer de faire autre chose, on n'a pas tout perdu, en fait. Faut pas mettre toute sa vie sur une école, sur, heu, une artiste, heu, sur un casting. Pour moi, c'est un peu le piège, justement, quand on a des échecs. Mmh. C'est en fait, l'échec peut être différent, la chute est différente, selon comment tu as envisagé la chose, quoi, tu vois? Mmh. J'ai un peu divagué, sur la réponse, Non, pardon. non, mais c'est pertinent ce que tu dis. Mais du coup, maintenant mes échecs, hem, j'ai une voix dans ma tête qui me dit vraiment genre: «C'est pas du tout grave. C'était pas ta place, mais tu auras ta place quelque part». Voilà, enfin moi, à chaque fois que j'ai un échec, j'ai eu cette voix qui m'a pas dit, «Tu une grosse merde», même si, tu le penses, mais tu sais, c'est, comme si c'était ton conscient ton conscient, ta conscience, enfin ça se dit aussi, mais ton conscient qui était en mode: «Putain, enfin tu vraiment nul, il fallait que tu loupes ça, tu arriveras jamais», ou enfin, tu arriveras à rien, enfin bonne à rien, quoi. Enfin ça arrive, tu vois? Mmh. Ou d'être en mode: «Qu'est-ce que j'ai loupé?» quoi, tu vois? Et au fond, tu ton inconscient, enfin moi en tout cas, j'ai mon inconscient qui me dit: «Chill, t'inquiète, c'est pas grave, Ouais, c'est il y aura autre écrit. chose». C'est écrit. C'est que C'est c'était ça, pas ça et que ce sera autre chose, c'est de plus ça. grand. Ouais. Moi, ça me rassure vraiment de penser comme ça. Au départ, j'étais très Ouais. terre à terre et tout, et j'ai ma mère qui est hyper spirituelle, Mmh. et à chaque fois que je me rétamais la tronche, c'est arrivé tellement souvent Mmh. qu'on me dise: «Bah non, c'est pas non, non, ce sera pas Oui, toi». et puis le refus est violent, en fait, Ouais, aussi. C'est qu'on parle pas assez des refus artistiques et de comment est-ce qu'on se fait jeter comme des merdes. ouais. Parce qu'en soi, c'est un peu, moi je le compare beaucoup, à une relation, amoureuse. Je sais pas si c'est bien de le comparer, mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est un peu, les castings, par exemple.
les castings, tu vas être dans la boucle et ça va être un peu je t'aime, waouh, t'es trop belle, vas-y, montre-moi qui tu es, donne-moi une partie de toi. Et du jour au lendemain, c'est un peu en mode non, pardon, en fait, ah non, en fait, ça va pas le faire. Ouais, En fait, tu me plais plus. Du coup, tu peux prendre tes affaires et partir. Tu vois? ouais, C'est un peu ça. Et du coup, ça peut être très violent. ouais. Parce que le refus n'est pas spécialement expliqué. Tu vois? Surtout dans les castings ou dans les concours en général. Mais il y a pas le temps, en fait. Ça brasse tellement de gens qu'ils ont pas le temps de faire du cas par cas. Forcément, il n'y a pas le temps de faire du cas par cas, mais je trouve qu'il faudrait essayer de trouver une autre manière de refus. Je suis assez d'accord. Enfin, c'est peut-être capricieux ou quoi, mais moi, par exemple, tu sais, le casting dont je t'ai parlé, Oui. qui s'est passé en avril, c'était très violent. Ouais. Parce que c'était un truc où ça a pris plusieurs semaines, où on m'envoyait des mails, on m'appelait en me disant « c'est toujours bon, vous serez là demain ». J'étais en mode « ouais, c'est toujours bon, je serai là demain ». Et du jour au lendemain, on n'a plus besoin de vous. Bonne continuation. Bye bye. Voilà. Ok. Tu vois. Donc ça peut être compliqué parfois, surtout quand tu te projettes. Donc maintenant, c'est juste, si c'est pas ça, c'est que c'est pas ça. Ouais. Je pense qu'on a le droit d'être en colère et d'être triste. Faut accepter sa colère et accepter sa tristesse et sa frustration pour plus avancer. Faut accepter sa rage. Ouais. En fait. Mais faut avancer. Mhm. Si... Alors, selon toi, quelles sont les qualités à cultiver quand on veut être comédien? De rien prendre personnellement. Ça a un nom. Ça a un nom, pas cette qualité. Non, mais en soi, Ouais, non, ouais, c'est vrai. ouais. Enfin, Ça demande d'avoir de l'ego, mais pas trop. Je sais pas comment... De l'ego bien placé, en fait. de l'ego bien placé, ouais. D'être très à l'écoute. Ouais. Et d'apprendre à être à l'écoute sur scène, ça t'apprend à être à l'écoute dans la vie en général. Je dirais d'être généreux. D'être généreux avec toi et avec les autres. Ça fait un peu cultiver son bon karma de dire ça. Mais c'est parce que si tu mets de l'eau dans ton vin, ça va forcément payer d'une certaine manière. Ouais. Parce que moi, je suis persuadée que les gens, l'humain en tout cas, veut de l'amour. En gros, je pense que tout le monde veut être aimé. Et que le fait de prendre en compte les gens et d'être généreux avec eux, de travailler avec eux et de les faire valoir, ça te fait valoir toi aussi. Et les gens te font valoir aussi. Les gens te rendent l'appareil. Mhm. Donc voilà. Moi, je dirais ne rien prendre personnellement. Et être humain, en fait. C'est pertinent. Non, mais ça fait vraiment sens. Dernière question. Est-ce que tu as des projets en ce moment et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, déjà, c'est surtout bon courage. On en a tous besoin, je pense. On en a tous besoin. Ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est un gros merde. Gros merde. Je prends et je touche du bois. On touche du bois. Gros merde à toi aussi, Eden. Je prends. Je passe pas de concours, mais je prends. Et ce que je prépare en ce moment, c'est plus des projets au sein du conservatoire qui vont se jouer fin janvier. Quel bonheur. C'est plus des projets perso. Donc je dirais que c'est plus ça. En ce moment, je travaille une très belle scène avec un partenaire avec qui ça marche très très bien. Et puis je vais être pas mal réplique de concours pour des gens et c'est un statut qui me tient à cœur et que je prends au sérieux parce que mine de rien être réplique C'est du travail. c'est du travail, Tout à fait. c'est de l'engagement quoi. Donc voilà mes petits projets pour l'instant. Ok. Et donc, on te souhaite juste que ça se passe bien, quoi. Ouais, Ce serait bien. ce serait cool.
On y croit. Mais oui, de continuer à avoir la rage. Oh, j'adore. J'adore qu'on termine comme ça, c'est un bonheur. Merci beaucoup, Sarah. Mais de rien. Merci. Je suis trop avec plaisir. Merci.